Sabrina Weliken, elle est chirurgienne et elle est pédiatre aussi. Bonjour et merci d'être avec nous. Merci à vous de m'avoir invité. Sahar Mdankom, à vous tous, à toute l'équipe, à toute l'Algérie, on va dire. Et puis bientôt Sahar Aïdkom. Exactement. Voilà. Il nous reste, on va dire, la dernière ligne droite. Exactement. Dernière semaine de ce mois sacré. Cette dernière semaine, beaucoup de familles algériennes vont la consacrer justement à la circoncision de leurs petits garçons. Notamment, l'Ils Barouachen, c'est vrai que c'est la soirée ou la journée qui va peut-être connaître un grand nombre de circoncisions en Algérie, puisqu'on adore cette date, c'est très important, il y a toute une symbolique autour de cela. Je le disais en début d'émission, la circoncision reste un acte chirurgical qu'il faut prendre, j'ai envie de dire, très au sérieux. On le rappelle chaque année, docteur Weliken. On le rappelle chaque année, on fait des campagnes de sensibilisation via la télé, les radios, etc., via les associations, à l'hôpital, dans nos consultations, dans le privé, comme je suis moi-même installée. Donc on le dit effectivement que c'est un acte chirurgical et j'insiste sur le fait de dire aux parents, il faut consulter avant parce qu'il y a des parents qui appellent et disent voilà, on vient directement à la circoncision. Or que non, il faut une consultation déjà au préalable, déjà pour faire un petit interrogatoire, voir s'il n'y a pas d'antécédents, etc. Donc il faut la programmer. Entre guillemets, il faut programmer la circoncision. C'est une intervention chirurgicale. Il faut demander un bilan. Il faut voir s'il y a d'autres malformations qui sont visibles et qui contre-indiquerait justement cet acte, comme par exemple l'hypospadias. On ne doit pas circoncire un enfant qui a une hypospadias, on doit d'abord traiter cette hypospadias. Ce n'est qu'un échantillon des malformations qui existeraient. Voilà. Et j'insiste sur le fait aussi, certes, c'est un rituel, on va dire rituel religieux, mais c'est un acte qui peut se faire toute l'année, on le fait toute l'année. Donc, c'est vrai qu'on y tient, on tient à faire cette... C'est une tradition. Oui, c'est traditionnel, c'est un rituel religieux, surtout fermdan comme on le dit, mais il y a une charge telle que l'hôpital, vous savez, ça peut entraver le travail de nos blocs opératoires et de là vont découler certaines complications qui peuvent être dramatiques. Donc pour l'enfant pour l'enfant, bien sûr, pour l'enfant. Pourquoi ? Parce qu'il y a une charge, il y a des associations, c'est des nombres incroyables. C'est par cinquantaine, donc voilà. Donc, c'est comme un travail à la chaîne finalement. C'est un travail à la chaîne. Le danger à ce niveau, c'est rater une circoncision. On va dire oui, c'est surtout par rapport au saignement, parce que on fait, et puis c'est des gestes qui deviennent machinaux. On est fatigué à partir d'un certain nombre, vous savez. Et puis on peut voilà, il peut y avoir des complications. La complication qu'on peut redouter, effectivement, c'est le saignement. Voilà. Le saignement, bien sûr, il y a d'autres complications beaucoup plus graves. Bon, le saignement, on peut le contrôler, on va dire, on surveille l'enfant, on le laisse 5-10 minutes avant qu'il reparte à la maison. Mais d'autres complications, comme par exemple des traumatismes du gland, qui peuvent être quand même dramatiques. Voilà, et qui nécessiteraient plus tard des réparations, des chirurgies réparatrices. Alors, voyez-vous, un rituel qui est normalement un événement heureux qui peut se transformer en drame. Il y a aussi là, j'insiste sur le fait par rapport pourquoi on doit le faire dans un milieu hospitalier. On a aussi justement si on a des complications, on va juguler cette complication en milieu hospitalier. Il y a aussi, donc j'ai parlé des complications chirurgicales, et il y a aussi les états de choc que peuvent faire les enfants suite aux injections de l'anesthésie locale. C'est très important. C'est douloureux. C'est pas par rapport à la douleur, c'est la xylocaïne, c'est l'anesthésie locale qui peut provoquer une allergie. Voilà, on en a vu. Heureusement, c'est très rare, mais ça existe. Voilà. Mais est-ce que vous parlez d'une programmation donc préalable, on doit donc avoir en tête qu'on doit aller voir un médecin avant de faire la circoncision de nos jeunes garçons. Est-ce qu'on peut éviter tous ces petits soucis lors de cette rencontre avec les médecins qui vont justement faire la circoncision? Alors, vous parlez de la consultation qui vient avant la circoncision. Bien sûr, c'est comme ça qu'on peut détecter, par exemple, dans les antécédents. J'insiste sur l'hémophilie, par exemple. Alors, quand les parents vous disent il y a eu dans la famille des enfants qui ont été atteints d'hémophilie, donc ils connaissent la maladie. Il y en a d'autres qui disent il saigne, عنده مرض يسيل بالدم ما يحبسلوش الدم ولا. Et puis on a aussi
l'antécédent le plus important, c'est-à-dire quand on demande aux parents, est-ce que l'enfant fait des hématomes à répétition, saigne et ce saignement ne s'arrête pas, donc ça nous oriente vers l'hémophilie. Voilà. Donc c'est à partir de là qu'on est obligé de demander, de toute façon, même s'il n'y a pas d'antécédent, on est obligé de demander un bilan. On fait un bilan très simple, oui, une FNS pour voir l'état hématologique, déjà pour voir s'il ne fait pas une anémie sévère qui contre-indiquerait l'acte. Mais et le TCK, en fait, qui va nous donner une idée sur le temps de saignement par rapport à un temps témoin qui est mis au niveau des laboratoires dans lesquels on a fait les prélèvements. Alors, si ce temps de saignement par rapport au témoin est allongé, donc il faut voir et explorer est-ce qu'il n'y a pas, est-ce que ne se cacherait pas une hémophilie. D'accord. Voilà. Alors, l'île Tbachalen, c'est mardi, c'est mercredi 27. Exactement. Donc, c'est peut-être cette journée ou celle du lendemain qui va peut-être connaître, j'ai envie de dire, une ruée vers les hôpitaux pour justement la circoncision des petits garçons. Est-ce qu'on a le temps? Est-ce que encore aujourd'hui ou demain, on peut faire ce fameux, ces analyses préopératoires ou est-ce que ça risque d'être un peu serré pour les personnes, les familles qui nous écoutent, qui aimeraient justement circoncire leur garçon? Alors pour ce qui est des circoncisions en masse, c'est-à-dire qui viennent via des associations, en principe, elles ont été programmées. Comme chaque année, elles sont programmées, c'est toute une procédure à travers c'est-à-dire ils passent par le ministère. Par contre, les circoncisions individuelles, oui, en fait, ils ont le temps. Pourquoi? Parce que le bilan qu'on demande, c'est une FNS, un groupage, un TPTCK, dans l'heure qui suit le prélèvement ou même pas, dans la demi-heure, on a le résultat. Donc voilà, moi-même j'ai eu 2 ou 3 coups de fil avant d'arriver chez vous. Ils insistent sur la circoncision entre mercredi et jeudi. Je leur dis je leur demande d'aller faire les analyses, c'est-à-dire dans les 2-3 jours. La consultation, on va la faire juste avant ou des fois le jour même, quand ils sont pressés. On fait la consultation le jour même. Il faut qu'il y ait au moins ces analyses faites au préalable. Ça, c'est obligatoire. Alors cette année, le ministère de la Santé a été très clair. Il est strictement interdit de pratiquer la circoncision en dehors des services chirurgicaux, des établissements hospitaliers publics et des cliniques privées, sur tout le territoire national. C'est important, cette interdiction, parce que par le passé, on a connu des situations un peu dramatiques en Algérie. Oui, tout à fait. Alors, cette circulaire, elle existe depuis quelques années déjà. Oui. Ce n'est qu'un rappel. Oui. On le fait rappeler. Pourquoi? Parce que malheureusement, on continue à faire des circoncisions, on va dire, en noir. Si je peux me permettre de le dire. Dans les cabinets, on va dire, si le cabinet est doté d'un plateau technique adéquat, c'est-à-dire un plateau d'urgence, si on a un réanimateur avec nous, si on a une source d'oxygène, pourquoi pas? Mais il faut assurer aussi l'hygiène, il faut assurer tout le matériel qu'il faut au cas où il y aurait une complication. Maintenant, oui, on le rappelle. Pourquoi? Parce que malheureusement aussi, il y a toujours des familles qui le font à la maison. Qui ramènent rester dans la tradition, voilà. Oui, comme ça se faisait il y a longtemps. Et il y a certaines familles et qui on le fait à la maison. Et des fois on reçoit aussi des appels. Est-ce que vous vous déplacez? Donc Mazel, c'est-à-dire on entend parler de ces, et malheureusement ça se fait. Et s'il y a une complication, écoutez, si l'enfant habite très loin du centre hospitalier ou du cabinet, alors imaginez-vous s'il fait une complication type hémorragie. C'est la première complication qu'on a dans l'immédiat, on va dire. C'est une complication immédiate. Alors ça pourrait être très très grave et peut compromettre le pronostic vital de l'enfant. Docteur Sabrina Oueliken, pour être très précise avec nos auditeurs et nos auditrices qui nous écoutent ce matin, même si c'est un spécialiste qui va faire la circoncision, c'est un acte de chirurgie, on est bien d'accord, il est interdit de le faire en dehors de l'hôpital ou d'une clinique privée. Même si c'est un spécialiste qui le fait, il est important de le faire en milieu hospitalier ou dans une clinique privée. C'est parce qu'il peut y avoir des conséquences juste après. C'est être sur place à l'hôpital ou dans une clinique privée qui est nécessaire. C'est ça. On insiste tout à fait sur le fait de le faire en milieu hospitalier, où j'insiste, où il y a un réanimateur. Voilà. Pourquoi? Parce que
pour pallier l'urgence qui est l'hémorragie, le spécialiste, s'il le fait au cabinet, il peut juguler cette urgence parce que c'est une petite hémorragie, un vaisseau qui saigne. Mais je vous ai dit au début que si par malheur l'enfant fait un choc par rapport à l'anesthésie, c'est un choc qui peut conduire à la mort. Et voilà, c'est des situations dramatiques qu'on voudrait justement éviter. Voilà. Donc c'est pas seulement un professionnel uniquement qui doit faire l'acte, c'est aussi le faire dans un milieu hospitalier pour justement pouvoir être prêt à réagir au moindre petit souci qui pourrait survenir. Tout à fait. C'est un acte chirurgical qui nécessiterait la présence d'une équipe multidisciplinaire, c'est-à-dire le chirurgien qui fait cet acte. Le chirurgien, après, vous savez, il y a toujours des médecins, des généralistes qui le font, mais maintenant on dit de préférence un chirurgien ou pédiatre ou urologue ou viscéraliste ou traumatologue ou orthopédiste, mais l'essentiel, un spécialiste formé pour ça, pour la chirurgie. Et il faudrait qu'il y ait des auxiliaires, c'est-à-dire l'équipe d'anesthésistes, de réanimateurs. Voilà, c'est très important. C'est très important. Donc, pour saisir la nuance, n'est pas seulement un professionnel qui va faire justement la circoncision, mais important que ce soit fait dans un milieu hospitalier où il y aurait un réanimateur au cas où il pourrait y avoir des complications après cet acte de chirurgie. On l'a dit, chaque année on rappelle, chaque année on essaie de sensibiliser juste avant justement Laylat al-Qadr pour pouvoir éviter de mauvaises surprises, mais il y a encore des familles qui veulent faire ça à la maison et on peut dire que comme vous l'avez dit en début d'émission, c'est un moment de joie, de bonheur. C'est un événement heureux qu'on ne doit pas sanctionner par de la tristesse en cas où ça tourne mal. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à ces familles qui restent conservatrices et qui veulent faire ça à la maison ? Alors, on va leur dire qu'il faut quand même suivre les consignes des médecins et puis ce qui est par rapport à la fête, à la tradition, on peut la faire. On sanctionne pas la tradition, on sanctionne pas tout ce qui est, on va dire, tout ce qui va avec, toutes les étapes qui vont pour ceux qui veulent pratiquer et faire cette fête dans la tradition. Mais il faut penser à votre enfant dans le cas où il fait une complication grave qui peut quand même compromettre sa vie carrément. Donc il faut suivre les conseils du ministère, il faut suivre les consignes du médecin, il faut se présenter, faire une consultation au préalable, une consultation c'est un acte chirurgical, c'est un professionnel de la santé qui doit le faire et un spécialiste, pas le barbier du coin. Voilà. C'est très important cette précision, Dr Weliken. Donc, il y a des choses à respecter, notamment cette rencontre qui doit se faire au préalable avec votre médecin, celui qui va justement faire cette circoncision. Il y a des analyses préopératoires, c'est comme ça ? Tout à fait. C'est un bilan préopératoire. Un acte chirurgical. Voilà. Tout à fait. Un bilan préopératoire. Et puis, on demande aussi d'avoir aussi, parce que c'est comme un acte douloureux, d'avoir des médicaments antidouleurs. C'est un acte douloureux, après que l'anesthésie parte. Et cette petite rencontre qu'il y a juste avant, ça permet aussi au médecin de poser plein de questions. Bien sûr. Et d'avoir des réponses finalement qui vont lui faciliter son Bien sûr. C'est une anamnèse. C'est une anamnèse, c'est un interrogatoire policier à la recherche de par exemple, d'allergies, de pathologies qui contre-indiqueraient justement de faire la circoncision dans l'immédiat. Comme j'ai dit, l'hémophilie, parce qu'elle nécessite une préparation très très particulière et en milieu hospitalier. Il y a d'autres maladies qui pourraient, à part l'hypospane, vous l'avez dit tout à l'heure, d'autres pathologies chirurgicales qui pourraient faire annuler cette circoncision, par exemple. Oui, on va dire certaines. Par exemple, sur les micro-pénis, quand on voit qu'il y a un tout petit pénis, on doit d'abord demander, on ne va pas circoncire quand même un pénis avec une peau, c'est tout petit, on doit d'abord chercher pourquoi il y a ce micro-pénis. Donc on demanderait un avis au nom
l'endocrinologie. Voilà. Et l'hypospadias aussi, pourquoi? Parce qu'il faut remonter l'orifice urinaire qui n'est pas à sa place d'origine. Qui n'est pas à sa place, qui est plus bas situé. Ne pas toucher à la peau, qui est en plus, ne pas circoncire, parce on trouve aussi des cas où la circoncision elle a été faite, et puis par la suite, on nous envoie pour un hypospadias. Et si cette technique nécessiterait une réparation, une plastie, c'est-à-dire que la peau pourrait être réutilisée. Voilà, une chirurgie plastique, on va enlever ailleurs, alors qu'on aurait pu utiliser cette peau qui est la peau de la verge. Voilà, donc les autres pathologies, comme on découvre par exemple des hernies, on découvre des ectopies testiculaires, et donc ça ne contre-indique pas la circoncision. Par contre, on peut faire l'acte en une seule intervention chirurgicale. Voilà, c'est-à-dire on programme à faire l'ectopie et on fait la circoncision en même temps. Voilà. Pour éviter à l'enfant d'être réopéré le traumatisme. Tout à fait. Voilà. C'est très juste. Donc l'importance de cette petite rencontre qui doit être nécessaire avant la circoncision. Prenez rendez-vous avec vos médecins et essayez d'aller les voir, et l'obligation des analyses préopératoires. C'est très important. Avant une conduite à tenir après l'acte chirurgical, les quelques jours qui vont suivre la circoncision. Qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire avec l'enfant? Alors, on a parlé le petit garçon. Oui, de l'avant, c'est-à-dire la préparation. Maintenant, on va parler de l'après, c'est-à-dire des soins post-opératoires, on va dire, de la plaie chirurgicale. Donc, d'abord, on doit, grâce à une solution antiseptique type sérum salé, tout simplement. C'est pas la peine d'aller vers la bétadine et tout ça. C'est des solutions qui brûleraient et qui feraient mal à l'enfant. Et voilà, donc sérum salé suffit. Assécher, moi je préconise toujours, je dis aux mamans de sécher avec un séchoir, mais air frais bien sûr, et mettre une crème type Vaseline tout simplement, ou bien une crème réparatrice antiseptique. La cicatrisation se fait en quelques jours, entre 7 et 10 jours. Bon, tout dépend des plaies, tout dépend s'il y a eu des complications ou pas. Voilà, donc c'est tout simple. Et bien sûr, comme on l'a dit, c'est un acte douloureux, c'est-à-dire bien sûr on le fait sous anesthésie, mais l'anesthésie part au bout d'une demi-heure, donc on a la douleur qui est là. Qui survient après. Oui, qui survient tout de suite, dans la demi-heure qui suit l'acte. Donc on utilise des antidouleurs, c'est très important, et des anti-inflammatoires pour éviter justement tout ce qui est œdème. Alors justement, est-ce qu'il pourrait y avoir des complications de ce genre? Qu'est-ce qui pourrait alerter les mamans, les papas, qui pourraient être anormales peut-être et qui devraient être suivis d'un retour chez le médecin? Qu'est-ce qui pourrait alarmer les parents, qui pourrait être dangereux pour l'enfant? Alors, on parle des complications inhérentes à toute chirurgie, qui est l'hémorragie. Donc, c'est ce qu'on redoute, c'est le saignement et le ressaignement. C'est-à-dire, on peut juguler l'hémorragie et puis par la suite, elle peut revenir. Donc, l'hémorragie, si ça saigne, il faut alerter. J'alerte les parents, donc il faut qu'ils s'alarment et qu'ils appellent le médecin ou le praticien qui a pratiqué cette chirurgie. Il y a aussi l'œdème, très important. Donc, l'œdème, c'est l'enflement, voilà, le gonflement de la partie génitale, de la verge de l'enfant. Donc, il est tout à fait normal, l'œdème. Pourquoi? Parce qu'on a subi, c'est une agression. Oui. C'est une agression, donc c'est tout. Mais si cet œdème dépasse, et une rougeur, par exemple, très importante, qui dépasse les 48-72 heures, on va appeler aussi. Il y a une autre complication qu'on redoute, c'est l'infection. C'est très rare, mais on la redoute. Alors, j'attire l'attention. Elle se traduit par un écoulement jaunâtre ou verdâtre, un écoulement. Donc, c'est du pus avec une odeur particulière, nauséabonde. Par contre, j'attire l'attention des parents, donc, qui nous appellent souvent juste après la circoncision et nous dit il y a une formation, il y a une peau blanchâtre qui s'est formée. Cette peau blanche, elle est tout à fait normale, c'est pas du pus. Donc, on les rassure, c'est la cicatrisation qu'il faut surtout pas enlever. C'est celle-là qui va permettre de régénérer et de faire la croûte et voilà, donc la cicatrisation à partir de cette fibrine, on va dire. D'accord. Voilà. Alors, moi, j'aimerais vous poser une question, docteur Weliken, si vous le voulez bien, profiter de l'occasion de vous avoir avec nous dans les studios, puisque bon, c'est vrai que la circoncision, elle peut se faire au mois de Ramadan comme elle peut se faire pendant toute l'année, mais la question qu'on se pose, est-ce qu'il y a un âge idéal, entre guillemets, pour cet acte de chirurgie pour la circoncision? Est-ce qu'on doit le faire, est-ce que ce serait plus conseillé de le faire, par exemple, pour les nouveau-nés? Alors, sur le plan scientifique, sur le plan médical, sur le plan pratique, anatomique, je rappelle que la circoncision, c'est enlever la peau qui recouvre le gland.
c'est-à-dire une postectomie. Donc on enlève la peau, le prépuce. Et cette peau, à la naissance, elle est serrée, donc elle recouvre entièrement le gland, laissant un petit orifice pour permettre à l'enfant d'uriner. On appelle ça le phimosis. Donc avant, on pensait que ce phimosis était pathologique, or que non. Donc on triturait, on essayait de dégager, de dilater ce prépuce, et ça peut être très très dangereux. Oui. Et on demandait même aux mamans de décaloter l'enfant, et ça peut être aussi très dangereux, donc ça donne des complications. Et donc ce prépuce, au fil des années, au fil des mois et des années, va se rétracter et va permettre au gland de se dégarnir, de se dévêtir, donc d'être à découvert. Donc le tout, c'est d'être patient. Tout à fait. Le tout, c'est d'être patient. Et après, ce phénomène, on va dire, physiologique, ce décalotage progressif va se faire et va être complet, on va dire, vers l'âge de 3, 4 ans jusqu'à 5 ans. Il peut ne pas se faire même jusqu'à l'adolescence. Donc, c'est à partir de là qu'on déciderait de faire soit une circoncision pour nous, en tant que religion musulmane ou autre religion monothéiste, et, ou bien, juste décaloter, demander à l'adolescent d'utiliser, donc dans les civilisations ou dans d'autres sociétés où la circoncision n'est pas liée à leur religion. Donc on demanderait de faire des manœuvres avec des crèmes cicatrisantes ou bien des crèmes à base de corticoïdes. Voilà, pour justement, sinon on peut aller jusqu'à la circoncision, qui est la postectomie, qui rentre dans un acte chirurgical médical, dans l'indication, dans le phimosis chez l'adolescent. Voilà. Donc, et l'âge idéal, comme je le disais, donc c'est vers l'âge de 3, 4, 5 ans. Mais on a remarqué, donc, ces dernières années, on fait de plus en plus les circoncisions à la naissance, ou les quelques mois qui suivent la naissance. Voilà, nourrisson, nouveau-né, une semaine, 14 jours, 21 jours, ou les quelques mois. Et on le sait, c'est pas un secret, que la cicatrisation est beaucoup plus rapide. Elle se fait mieux, et l'enfant n'est pas traumatisé, il ne se rappelle pas de l'acte. Mais ça se fait avec anesthésie ? Toujours, ah oui, toujours. Ah oui, on insiste, elle est nécessaire. Parce qu'on a cette idée, enfin moi j'ai déjà entendu ça, hein, vous allez me confirmer, vous êtes médecin, c'est vous la professionnelle, j'allais dire, qu'à moins d'un mois, l'enfant n'a pas de terminaison nerveuse à ce niveau du corps, et qu'il ne ressent pas la circoncision. Alors non, c'est faux. C'est faux. Je vous assure que quand on injecte le bébé crie. Écoutez, un bébé, il a des terminaisons nerveuses, c'est un être vivant comme nous tous, donc il sent encore plus, il ressent encore plus la douleur. Donc il faut faire cette anesthésie, et moi je trouve que c'est criminel quand même de faire l'anesthésie, plutôt la circoncision sans anesthésie. Donc il faut la faire. Donc l'âge, on a dit, donc puis à la demande des parents. Voilà. Ils veulent la faire à la naissance, c'est pas obligatoire, c'est pas un acte obligatoire, c'est à la demande des parents. Et l'âge aussi. Depuis quelque temps, ça se fait à un âge très avancé. Très avancé ou plutôt précoce, vous voulez dire. Précoce, voilà. Ce que j'allais dire, un âge précoce, c'est-à-dire l'âge d'un nourrisson. D'un nourrisson ou nouveau-né. Qui n'aurait pas encore atteint les 3 mois. On préfère le faire à cet âge-là. On préfère le faire. Moi-même, je vous assure, il oublie. Et puis la cicatrisation, la cicatrisation, pourquoi ? Parce que la peau du bébé, elle est toujours à l'état embryonnaire. Et puis les cellules sont là, elles se multiplient très vite. Donc au bout de 3-4 jours, 3-4 jours, c'est comme si on n'a rien fait. Et sinon, plus tard... plus on attend, plus c'est compliqué pour l'enfant. Plus c'est compliqué pour l'enfant. À partir de 4-5 ans, ça doit être traumatisant. C'est traumatisant. Les complications sont beaucoup plus importantes aussi. Pourquoi ? Parce que l'anatomie est plus importante. Donc voilà, les complications peuvent être plus importantes à un âge plus avancé. Alors on parle de circoncision aujourd'hui, depuis le début de l'émission avec vous, docteur, on a parlé de l'âge idéal. Moi j'aimerais qu'on parle des bienfaits de la circoncision, parce que nous on le fait parce qu'on est musulman, hein. C'est un rituel donc musulman, mais du côté santé, j'ai envie de dire, il y a certainement des bienfaits.
Alors, on parle de rituel musulman, mais il faudrait que je rappelle un petit peu, c'est un rituel historique qui remonte à l'Égypte antique, où on le faisait à but hygiénique. Pourquoi? Parce que les petits faisaient beaucoup d'infections, etc. Donc, au fil des millénaires, avec la science, etc., les statistiques, on a découvert que cet acte, cette postectomie, cette circoncision, avait des bienfaits et justement, ça palliait les infections urinaires de la petite enfance et même des adultes. Alors les circoncisions, certaines études ont démontré qu'elles éviteraient les infections sexuellement transmissibles, essentiellement le virus du sida, l'HIV, et l'HPV, le papillomavirus, qui est lui responsable du cancer du gland, qui est heureusement plutôt pas fréquent chez l'homme, et le papillomavirus qui est responsable du col de l'utérus chez la femme. Donc on a démontré aussi que les épouses ou les partenaires d'hommes circoncis faisaient ou n'étaient atteintes, enfin elles n'étaient pas atteintes, ou plutôt elles étaient moins atteintes du cancer du col. Voilà, donc c'est à but médical, on va dire, prévention des infections, etc. D'ailleurs, même l'OMS fait des campagnes de circoncision au niveau de l'Afrique subsaharienne, par rapport à ça, par rapport à l'HIV, à la contamination. Pourquoi? Parce que le prépuce garde, en fait, cette peau, elle garde les virus au niveau de ses cellules. C'est un réservoir de microbes. Voilà. Donc on conseille maintenant au niveau mondial. Au niveau mondial, des pratiquement plus de 40% des garçons sont circoncis dans le monde. Voilà. Donc ce n'est plus une pratique religieuse, comme c'est le cas dans les pays musulmans. Exactement. Donc cette pratique religieuse vient prouver justement les bienfaits par rapport à cette pratique. C'est des bienfaits médicaux, c'est l'éviction justement de ces infections qui peuvent être graves. Alors on parle de circoncision durant ce mois sacré, évidemment, puisque nos familles qui tiennent à la tradition, évidemment, aiment bien faire cette circoncision durant ce mois sacré, notamment le jour de l'Il-Tsba Ashrin, donc Laylat al-Qadr, comme on dit, l'Il-Tsba Ashrin chez nous. Donc du coup, il est important de rappeler qu'on peut faire cet acte chirurgical durant toute l'année. Il serait peut-être même mieux pour vous, docteur, qu'on puisse le faire durant toute l'année et que ça ne que les gens ne viennent pas en masse durant le mois de Ramadan. Absolument. Donc il faut rappeler que c'est un acte chirurgical qu'on pourrait faire toute l'année. Oui. Même pendant l'été. Même pendant l'été, bien sûr. Il faut juste suivre les consignes, les faire dans de bonnes conditions, l'hygiène, suivre les consignes, après faire les soins locaux, le bain de l'enfant, etc. Et tout se passe très bien quand on suit les consignes. Voilà. Et on insiste sur le fait que la circoncision pourrait être faite toute l'année pour éviter justement cette surcharge. Et elle n'est pas obligatoire pendant Ramadan. Voilà. Rien, il n'y a pas de... Je pense qu'il n'y a pas de verset ou qui dit que la circoncision doit se faire. C'est des idées reçues, c'est des rituels. C'est une tradition. Traditionnelle. Voilà, on ne refuserait pas des parents qui viennent chez nous dire voilà, on veut le faire l'Il-Tsba Ashrin, mais il faut savoir que l'enfant peut faire la circoncision, on peut faire cette circoncision toute l'année. Voilà. Il serait peut-être très judicieux de faire des campagnes de sensibilisation pour la circoncision, notamment pendant l'année, de ne pas venir nous voir, pendant le mois de Ramadan, parce qu'on sait que beaucoup vont la faire, et évidemment, pour garder cette tradition et pour la perpétrer dans les familles, mais revenir tout au long de l'année pour parler de la possibilité qu'il y ait circoncision. Tout à fait, absolument. J'allais vous dire que la sensibilisation pourrait être faite toute l'année via les réseaux sociaux, des publicités, via la télé, etc. Pas spécialement pendant Ramadan, parce qu'en fait, on a déjà programmé cette circoncision ou ces circoncisions en masse. Voilà. Donc il faudrait les sensibiliser, voir avec nos supérieurs, on va dire. Voilà, mais rappelez aussi le risque que quand il y en a beaucoup, quand il y a beaucoup d'enfants qu'on doit justement circoncire, il y a un risque. Il y a un risque, on en a parlé. C'est les risques des circoncisions comme ça en masse. Et voilà.
Voilà, et justement, on entrave justement le travail de nos hôpitaux et de nos cliniques. Pour beaucoup de familles algériennes, durant ce mois de Ramadan, une dernière chose, rappelez encore une fois que c'est un acte chirurgical qui nécessite un maximum de vigilance, ne pas prendre à la légère, bien au contraire, pour que la fête, pour que la joie soit complète. Voilà, pour que la joie continue, on va rappeler et dire que la circoncision est un acte chirurgical, donc il faudrait prendre rendez-vous chez son praticien, de préférence un praticien spécialiste, chirurgien, pour effectuer justement une consultation pré-circoncision, pré-anesthésique, et pour faire un bilan pour détecter s'il y a d'éventuelles pathologies qui contre-indiqueraient cet acte, et le faire en milieu hospitalier, c'est-à-dire l'hôpital ou une clinique privée, et suivre à la lettre les consignes et les conseils de son médecin. Voilà. Et je dirais aussi que c'est un acte qui peut se faire toute l'année. Donc allez-y, voir votre médecin. N'attendez pas Ramadan pour faire cette circoncision et faire la fête et faire cette tradition dans bonne et due forme, et pour justement, comme on dit, continuer dans la joie et la bonne humeur, voilà. Pour que la fête soit complète. Exactement. Faire très attention. Merci Sabrina Weliken d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes chirurgienne, que vous êtes aussi pédiatre, donc merci mille fois d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Je vous dis Sahar Mdankom, Sahar Siamkom, mais Sahar Aidkom. Oui, c'est dans quelques jours. Voilà.